Bonjour et shalom pour ce magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Eh bien, nous avons choisi de nous pencher aujourd'hui sur un sujet controversé et qui concerne le respect de ces normes éthiques par l'armée israélienne lorsqu'elle est en campagne sur le terrain, et ce, attendu que Tsahal est confronté notamment face aux islamistes du Hamas et de Gaza à ce que l'ONU appelle un conflit asymétrique à basse intensité qui se déroule de surcroît dans des zones urbaines surpeuplées. Comme on le sait, ce sujet caricaturé à l'extrême par les ennemis en tout genre d'Israël fait les choux gras de l'Israël bashing et de l'entreprise de délégitimation de l'État juif, car ces détracteurs déforment de manière éhontée les agissements de Tsahal, alors que l'armée israélienne se comporte bel et bien de manière éthique sur le champ de bataille. Rappelons quelques données de référence pour situer notre analyse. D'abord, pour les détracteurs systématiques de l'État hébreu, la conduite d'Israël face aux Palestiniens serait ni plus ni moins équivalente, c'est ce qu'ils disent, à celle des nazis face aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi diffuse-t-il le mensonge voulant faire croire que Tsahal et les forces de sécurité israéliennes tirent, je cite, volontairement et avec cruauté sur des civils, parce que son armée perpétrait, je cite encore, des meurtres de sang-froid, aveugles et sans jugement dans la bande de Gaza, en assassinant des enfants palestiniens, ce qui équivaudrait donc pour eux à des crimes de guerre. Résultat, Israël serait donc coupable d'un génocide en procédant de la sorte à un nettoyage ethnique contre le peuple palestinien, le blocus maritime israélien étant quant à lui, le blocus de la bande de Gaza étant quant à lui illégal. Deuxième remarque, cette propagande mensongère fait aussi croire que Tsahal et les forces de sécurité israéliennes font usage d'une force disproportionnée contre les Palestiniens, c'est l'expression qui est employée, alors que c'est le contraire qui est vrai, puisque toutes les études sérieuses sur la question, notamment celles de plusieurs armées des pays de l'OTAN, ont montré quelles précautions tout à fait inédites, en tout cas en comparaison avec celles des autres armées occidentales déployées en Afrique au Moyen-Orient, eh bien, Tsahal prend sans cesse pour préserver la vie des civils ennemis non combattants lors de ces conflits asymétriques dans les zones palestiniennes surpeuplées contre les terroristes du Hamas. D'autant que ceux-ci n'hésitent jamais à mettre en danger leur propre population en s'en servant comme de boucliers humains. Ce que le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait assez bien résumé en déclarant en pleine opération bordure protectrice, Tzuk Eitan, de l'été 2014 à Gaza, il avait dit « Le Hamas se sert des civils palestiniens pour protéger ses armes, alors qu'Israël se sert de ses armes pour protéger ses civils. » Pourquoi donc aussi, autre remarque, on se souvient des fausses informations de propagande et autres rapports qui avaient été fournis aux organisations internationales, et notamment à l'ONU, par toute une série d'ONG, organisations non gouvernementales locales et internationales pro-palestiniennes, se faisant passer pour des observateurs prétendument objectifs. Ce qu'on a bien vu en 2015 avec le fameux rapport Goldstone, cousu de fil blanc, qui fut dirigé par ce juge sud-africain, rédigé à la tête de la commission d'enquête du Comité des droits de l'homme de l'ONU, dont on voit la photo derrière moi, basée à Genève, et dont la seule fonction à Goldstone fut de condamner sans cesse l'État d'Israël. Un document mensonger qui fut à la base de la condamnation radicale de l'État hébreu par cette même discutable instance, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, où siègent, afin de statuer sur les violations des droits de l'homme, des pays aussi démocratiques et recommandables que la Syrie, l'Iran, Cuba, le Soudan, la Libye et l'Arabie saoudite. Or, 2 ans après, le juge Goldstone devait lui-même se rétracter de ce rapport mensonger en déclarant, je cite, avoir été induit en erreur par des éléments manipulateurs des réalités de terrain. Autre remarque, et plus profondément, la question fondamentale qui est en jeu ici dans ce sujet que nous abordons, c'est de savoir comment le peuple juif, l'un des groupes humains dispersés aux 4 coins de la planète, ayant vécu plus de 20 siècles, de nombreux massacres et persécutions de masse dans presque toutes les époques de son histoire, et bien comment, alors qu'il est désormais en partie revenu au Moyen-Orient pour y fonder en 1948 l'État d'Israël, comment ce peuple et ce pays vont pouvoir, et dans quelle mesure, se hisser à la hauteur de l'héritage éthique et moral que la Bible, le Décalogue et la Bible hébraïque, ainsi que ses multiples commentaires, ont pu léguer à l'humanité. Un défi particulièrement ardu, surtout dans un environnement et un contexte régionaux moyen-oriental, donc très instable et hyper volatile et violent, où malgré quelques avancées significatives de paix qui ont été signées par l'État hébreu avec 2 de ses voisins en 79 avec la Jordanie, puis en 94 en 79 avec l'Égypte, puis en 94 avec la Jordanie, la question se pose de savoir et à quel niveau comment l'État moderne et Tsahal, l'armée de défense d'Israël, assument ou non leurs responsabilités au niveau éthique
dans les moments de guerre, alors qu'ils ont été confrontés d'abord à une âpre guerre d'indépendance et à pas moins de 8 affrontements ou guerres israélo-arabes, puis à 2 voire 3 intifadas palestiniennes. Plus précisément, la question se pose de savoir si Tsahal respecte les conventions de la guerre, conventions internationales, dans les cas de figure les plus complexes et sophistiqués que constituent aujourd'hui justement ces conflits asymétriques à basse intensité qui se sont succédés à Gaza d'abord en 2008, en 2012, en 2014 et cette année encore, en 2019, à plusieurs reprises lors de rounds entre Israël et les groupes armés palestiniens. Et c'est bien le problème, lorsque l'armée israélienne se trouve confrontée sur le terrain, notamment dans les zones urbaines de Gaza, non pas un ennemi conventionnel clairement repérable sur le champ de bataille, mais aux organisations armées palestiniennes comme celles du Hamas et du djihad islamique, passés maîtres au niveau de leur stratégie et tactique de survie, dans la capacité de se fondre aux populations civiles palestiniennes en s'en servant comme de véritables boucliers humains. Enfin, une ultime remarque, précisons que la problématique éthique de toute guerre s'articule en droit international sur la double notion de droit de la guerre et de droit pendant la guerre, peu importe comment ça se dit en latin. En fait, c'est les deux axes de savoir pour quelle raison un pays part en guerre ou une armée part en guerre et ensuite comment il mène cette guerre. En un mot, la question se pose de savoir si le pays et l'armée d'Israël utilisent des moyens justes pour mener une guerre juste. Autant de notions définies par le droit et aussi la jurisprudence du droit international. Or, c'est un fait prouvé que Tsahal s'est montré capable, à l'occasion de ces délicates opérations menées donc à Gaza à 3 reprises, en 2008, 2011 et 2014, ainsi que plus récemment, eh bien, Tsahal a pu assumer ses responsabilités au plan éthique en usant de manière proportionnée de sa force, contrairement à ce qu'on en dit dans le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et à l'Union européenne, en appliquant le principe moral qui fut énoncé par l'un des personnages d'Albert Camus dans sa fameuse pièce de théâtre qui s'appelait Les Justes en 1950, et Camus avait fait dire à l'un de ses personnages: même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites. C'est ce qu'explique aussi le sociologue américain Michael Walzer dans son ouvrage Guerre juste et guerre injuste, qui est paru en 1977, dans lequel il dit que la convention de guerre se répartit à 2 niveaux. Pourquoi la guerre et comment la guerre? Pour parler de tout cela avec nous aujourd'hui, à mes côtés, Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour et shalom. Après être parti de France à l'âge de 19 ans, vous installez donc en Israël, vous avez fait votre service militaire dans Tsahal, puis vous êtes devenu au fil des ans colonel de réserve et porte-parole de l'armée israélienne pour la presse internationale durant la seconde intifada, donc de 2000 à 2005, et aussi pendant la deuxième guerre du Liban de l'été 2006. Expert militaire, vous avez été également l'un des directeurs de l'Agence juive et vous avez exercé la fonction à un moment, la fonction d'ambassadeur itinérant du KKL en Europe pour la communication. Et depuis, vous menez plusieurs projets à la fois de communication et qui ont trait aussi aux problèmes de défense. Alors ma première question, pouvez-vous nous donner des exemples, puisque vous étiez sur le terrain et vous étiez aux premières loges, à la fois en tant que colonel de Tsahal, mais aussi porte-parole, des exemples concrets de la conduite éthique de Tsahal sur le terrain lors des diverses opérations à Gaza? Je crois qu'il y a énormément d'exemples, mais peut-être vous pensez à certains d'entre eux. Écoutez, d'abord bonjour. Vous savez, on fait la guerre à des gens qui n'ont aucune empathie pour la vie. Pour leur propre vie. Pour leur propre vie, la vie de leurs enfants. Et on fait la guerre à des gens qui disent que la mort est sacrée et qu'ils sont prêts à mourir s'il le faut pour gagner cette guerre. Et on a des grands-mères palestiniennes qui encouragent leurs petits-fils à porter des gilets avec des bombes pour faire exploser. On a affaire à des pères qui sont heureux de marier leur fils mort après une attaque terroriste et de faire un mariage avec des vierges, supposées vierges, qui l'attendent dans le ciel. On a affaire, si vous voulez, quand même, à des gens qui sont tout à fait différents de nous au niveau des valeurs de la vie. Maintenant, dans cette guerre-là, nous prenons toutes les précautions. Pas parce que nous voulons être bien avec la Cour internationale de justice ou avec l'ONU, parce que nous sommes une armée éthique, parce que nous sommes l'État des Juifs, parce que nous considérons d'abord et avant tout que nous faisons la guerre à des gens qui veulent nous tuer, mais si nous pouvons éviter qu'il y ait des civils, des gens innocents pris dans cette guerre-là, eh bien nous ferons tout pour l'éviter. Maintenant,
l'absurde et le paradoxe, c'est que lorsque nous faisons cette guerre-là en essayant d'éviter qu'il y ait des victimes innocentes, eux ont de leur côté toute la panoplie, toute l'ambition pour impliquer leurs propres civils dans les combats, pour ensuite accuser Israël d'être le responsable des victimes ou des blessés. Mais la raison d'être du Hamas, vous l'avez souligné à Gaza, la raison d'être du Hezbollah au Sud-Liban, la raison d'être du djihad islamique, mais également la raison d'être de tous ces groupes terroristes, islamistes intégristes, qu'ils soient en Israël, qu'ils soient au Mali, qu'ils soient autre part dans le monde, c'est qu'il y a des morts, c'est qu'il y a des victimes, et lorsqu'il y a des morts et des victimes, on montre ces victimes, on n'explique rien. Vous savez, montrer du sang, le sang c'est universel. Les caméras de télévision arrivent du monde entier, et ensuite on accuse l'autre côté. Et c'est là, si vous voulez, où les lois de la guerre sont compliquées lorsqu'on fait face au terrorisme islamiste intégriste, qu'il soit ici, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Amérique. L'islamiste intégriste a un intérêt profond, un intérêt premier à ce qu'il y ait du sang versé, même son propre sang, pour ensuite l'utiliser contre son ennemi, qui est en général la démocratie ou des démocraties. Le deuxième paradoxe, Richard, et le deuxième, si vous voulez, absurde, c'est que qui sont les plus grandes critiques d'Israël dans cette guerre-là? Ce sont d'autres démocraties qui, en fait, elles-mêmes font face à cette même menace, mais et qui connaissent parfaitement les règles. Ils savent très bien que les gens de Al-Qaïda, de Daesh truquent et falsifient la communication et l'histoire, qu'ils créent des véritables manipulations au niveau médiatique. Mais même en connaissant cette situation-là, elles vont entrer dans le jeu parce que ça fait des images, ça fait de l'info, ça fait de la com, ça fait du buzz. Et on a eu à faire face à des centaines, des milliers d'histoires. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, Richard, vous étiez vous-même un journaliste à l'époque qui couvriez la situation de ces fameuses funérailles bidons où tout d'un coup... À Jenin. Entre autres à Jenin, où tout d'un coup, le mort tombe de la civière où il est soi-disant porté par des gens du Hamas et puis se met à courir. Alors ça devient quelque chose de rigolo. Il y a eu la même histoire pendant Bordure protectrice, ou plutôt Tsuketan en 2014, où justement, comme vous le disiez, le Hamas, appliquant sa politique de bouclier humain, avait rempli les écoles de l'UNRWA de tirs de roquettes et de lance-roquettes, et où donc Israël se devait de considérer que c'était a priori un objectif militaire, et ils avaient mis en scène, en parlant de dizaines de morts d'élèves palestiniens, presque comme les funérailles de Jenin dont vous parlez, des enfants qui avaient été, en fait, ils n'étaient pas morts, ils avaient été mis dans des sacs mortuaires blancs de plastique, et on voyait la caméra fixer leurs mouvements alors qu'ils étaient considérés comme morts. C'est des fois caricatural, cette attitude. C'est caricatural, malheureusement, mais ça fait beaucoup de mal. Vous parliez du juge Goldstone, qui d'ailleurs qui s'appelle au départ Goldstein, hein, c'est un juif. C'est un autre paradoxe. On a affaire à un juge sud-africain, juif, qui va critiquer Israël de manière terrible, puis au bout de 2-3 ans, je crois, va se rétracter, et maintenant il devient pratiquement, avec le recul et la retraite, je crois, quelqu'un qui regrette son geste. Mais entre-temps, si vous voulez, il a quand même fait beaucoup de mal à Israël. Comme d'ailleurs beaucoup d'autres juges et beaucoup d'autres commissions pseudo-internationales, impartiales, qui en fait jouent le rôle des ennemis d'Israël. Mais le grand problème qu'on a, c'est que l'asymétrie dans ce conflit, elle n'est pas seulement dans le fait que ceux qui nous accusent disent qu'il y a une armée régulière face à des pauvres terroristes sans armes. D'abord, ils ne sont pas du tout pauvres, ils ont beaucoup d'armes aussi. L'asymétrie, elle est dans le fait que nous avons une démocratie, l'État d'Israël, avec une tradition juive, des livres, une morale qui est la morale... On peut critiquer Israël, mais la morale juive, elle existe, elle est là, et ceux qui la connaissent savent que la vie prime avant tout, et nos enfants, la vie de nos enfants. Mais la vie en général. Et face à nous, il y a des gens qui ont un profond mépris de la vie. N'est-ce pas, qui sont prêts à mourir, qui parlent de la mort comme une valeur suprême. Donc par rapport à cela, il y a cette première asymétrie qui fait que
Une armée qui, d'abord et avant tout, veut vivre et veut respecter la vie, et de ses citoyens, mais également des autres. Si on pouvait ne pas tuer et tirer une seule balle, ce serait formidable, et qu'on arriverait à sécuriser Israël. Mais des gens qui sont prêts à mourir, qui veulent mourir. Et dans cette asymétrie de valeurs, de gens, de groupes, écoutez, comment voulez-vous vous battre de manière, entre guillemets, symétrique, avec des gens qui vous disent nous voulons mourir et attendre de rencontrer les 72 vierges. L'un des anciens dirigeants du Hamas, qui d'ailleurs je crois a été éliminé par Israël, Rantissi, avait eu cette phrase au début des années 2000. Il avait dit une phrase terrible qui résume tout à fait votre propos. Il avait dit nous aimons autant la mort que vous aimez la vie, en s'adressant aux Israéliens. Ouais, bon, c'est une phrase que j'ai même pas envie de commenter parce que elle provient d'un terroriste d'un salopard, d'un tueur, et qui maintenant n'est plus là. Donc laissons ce monsieur là où il est et parlons de moi. Ce qui m'intéresse, c'est nous. Maintenant, c'est vrai que d'un autre côté, il y a aussi des lois et des règles en Israël qui font que nous, avant tout, sans avoir besoin de l'ONU ou de conseils pseudo-éthiques, nous prenons nos propres décisions. Nous avons des cours de justice, nous avons des gens qui enquêtent si nous pensons qu'il y a eu erreur de jugement. Mais là, souvent, on a eu le cas avec à l'époque Elor Azaria, on a souvent là une ligne extrêmement compliquée à ne pas franchir, ou lorsqu'elle est franchie, qui est responsable de quoi. Je voudrais parler du cas de Elor Azaria, si vous permettez. Bien sûr, rappelez les faits, puisque... Bon, les faits, nous avons affaire à un soldat d'une unité combattante, dans la région de Hebron, qui est lui-même un infirmier militaire, un infirmier combattant, et qui va arriver sur les lieux d'un attentat où des soldats ont été blessés par un terroriste. Le terroriste a été blessé grièvement, il est à terre, il n'est pas encore mort, et Elor Azaria arrive, il tire, et en fait, il tire en pensant et en disant à l'époque que le terroriste va bouger, ou il est peut-être armé, il y a un risque d'explosion. En tout cas, il l'élimine, alors que ses commandants ou son commandant direct ne voulaient pas que ça soit fait. Enfin, en tout cas, il y a ici cette erreur de jugement. Une initiative qui a été prise. Oui. Je ne vais pas revenir sur le jugement et sur l'affaire qui a été connue par tous. Mais moi, ce qui m'a à l'époque beaucoup gêné, d'ailleurs qui à mon avis a gêné beaucoup de gens qui ont également voté dans ces dernières élections et qui n'ont pas aimé à l'époque la prise de position du ministre de la Défense. Pas parce qu'il a dit des choses qui n'étaient pas dans la direction de l'éthique de Tsahal, parce qu'il a dit des choses avant que le soldat soit jugé. Mais moi, ce qui m'avait à l'époque choqué, c'est que Elor Azaria, je parle seulement d'Elor Azaria, Elor Azaria à l'époque servait dans Tsahal. Ce qui n'est pas le cas de tous les hommes de son âge en Israël. Il y a des hommes qui ne font pas l'armée, pour de multiples raisons, mais qui ne font pas l'armée. Donc déjà, de faire l'armée vous met dans une situation où vous êtes potentiellement face à des situations extrêmement compliquées. Deuxièmement, il était combattant à Hebron, une ville très compliquée au niveau sécuritaire. On connaît ces frictions entre juifs et arabes dans ce petit périmètre extrêmement sensible. Troisièmement, il a eu des amis, des copains d'armée, il a 19 ans à l'époque, qui sont blessés au couteau par un terroriste. Donc il y a aussi une réaction humaine possible, encore une fois, qui doit ne pas être, mais qui peut être, dans le cas où il y a moins de sang-froid et plus d'émotion. On est dans une espèce de bain-marie. Son bataillon avait mené une course-poursuite contre les terroristes depuis 24 heures. Ils étaient à bout de force, d'une certaine manière. Maintenant, ce qu'il a fait, encore une fois, je ne veux pas reprendre et revenir sur ce qui s'est passé, ni sur le jugement, ni sur la situation. Mais on a affaire à un être de 19 ans, dans Tsahal, qui fait l'armée, et d'autres ne le font pas l'armée. Il est combattant, alors que beaucoup de soldats de Tsahal ne sont pas combattants. Il est dans un secteur extrêmement sensible. Il y a une caméra de télévision qui filme la scène grâce à un Palestinien qui est là, qui lui travaille à l'époque pour une chaîne internationale, qui est là justement pour chercher la faute de Tsahal. Et puis il a été mis au banc de la nation par une partie de la population israélienne. Il a été jeté comme si c'était le dernier des derniers. Encore une fois, s'il y a eu erreur, il devait être jugé. Il devait être jugé dans un cadre strictement militaire, sans qu'il y ait toute la publicité médiatisation qui a été faite, oui. et politisation. Mais
encore une fois, on a voulu tout d'un coup attaquer ce soldat, attaquer Tzahal, à tel point que la famille du terroriste qui voulait tuer des juifs, n'est-ce pas, voulait accuser Tzahal et Israël d'atteinte au droit de l'homme, etc. Donc, on arrive ici à des absurdités. Quand une démocratie fait face au terrorisme, là c'était islamiste, avec la communication, avec les caméras, avec surtout des a priori, on arrive à des absurdités et des paradoxes. C'est très compliqué, Richard, pour une armée démocratique, dans un contexte moyen-oriental, de garder tout le temps, chaque fois, le sang-froid qu'il faut. C'est pas impossible, c'est très compliqué. Mais alors justement, vous avez eu raison de revenir sur ce cas Azaria. Est-ce que ce n'est pas l'illustration, comme d'autres affaires peut-être moins spectaculaires, qui sont peut-être plus techniques? Par exemple, on a su que lors des 3 opérations de 2008, 2012 et 2014, Tzahal, le QG des forces aériennes, donc de la région sud qui gérait les opérations, c'est une statistique assez intéressante, a annulé entre 65 et 68% des opérations d'élimination ciblées, soit par l'aviation israélienne, soit par les drones, parce que les caméras qui filmaient en temps réel les lieux où on devait éliminer des terroristes montraient qu'il y avait trop de population civile et que ça allait faire des victimes collatérales. Et donc on a presque les deux tiers des opérations qui étaient prévues en temps de guerre, puisqu'ils tiraient avec leurs missiles sur Israël, ont été annulées pour préserver des vies humaines civiles. Innocentes, oui. Et ça, c'est une statistique qui est vérifiée et qui est vérifiable. Alors, c'est un exemple. Mais est-ce que justement, en prenant cet exemple, et compte tenu de ce que vous dites, est-ce que ce dilemme dont on parle, entre, d'une part, les principes, la moralité, le fait qu'il faut, c'est le code éthique de Tzahal qui le dit, préserver la vie, Kedushat HaChaim, c'est une valeur fondamentale dans le code éthique de Tzahal. On en reparlera peut-être tout à l'heure du code éthique, mais il y a d'une part ce dilemme entre ces valeurs, qui sont des valeurs pas seulement codifiées, mais qui sont dans l'âme juive, on pourrait dire, et le soldat israélien reste un homme sur le champ de bataille, et d'autre part, l'efficacité militaire, parce que dans le cas que je donnais de l'annulation de certaines éliminations ciblées, si vous voulez, ça a eu des conséquences. C'est-à-dire que les terroristes ont pu tirer leurs missiles et peut-être faire des dégâts en Israël. Alors, est-ce que ce dilemme, c'est pas celui de ce qu'on appelle, pour ceux qui sont spécialistes de ce sujet, la judiciarisation du champ de bataille israélien? C'est-à-dire que aujourd'hui, à l'état-major, est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Écoutez, je connais ce sujet, enfin je connais comme nous tous, mais j'ai également écouté durant la campagne électorale, entre autres, la position de Bennett. Ah oui, c'est lui qui l'a rappelé. Écoutez, moi je pense que c'est faux. Je pense qu'il ne faut pas d'abord mélanger les choses. Quand on parle de la Cour suprême ou des juges militaires, ils font partie d'Israël. On n'a pas affaire à des gens qui sont en dehors d'Israël. C'est Israël. Israël, c'est une démocratie en guerre. On n'est pas le Hamas, on n'est pas le djihad islamique. Ça veut pas dire que... Et on n'est pas l'armée russe non plus. On n'est pas non plus l'armée russe, on n'est pas l'armée, on est l'armée israélienne. On est Israël. Et on est Israël. Et parfois, on est très content aussi d'avoir une Cour suprême qui fait que ceux qui ne doivent pas être dans un endroit ne sont pas là. Et, enfin, malgré qu'il peut y avoir ici et là des dissonances, moi, je suis très heureux et très fier qu'on ait... non, mais la question, c'est savoir... Attendez, je sais, je vais vous répondre. Non, mais... Il y a pour des raisons politiciennes le fait de dire on va laisser ça, on va enlever les juges, on va les avocats. Attendez, l'armée d'Israël, c'est pas du n'importe quoi. On a une armée avec des lois et on est là parce qu'on est un État. On n'est pas une milice, on n'est pas ici on n'est pas à l'époque de milice communautaire. On est un État avec une vraie armée. Attendez, on est une puissance militaire, on est la 8e puissance mondiale. Bien sûr que nous devons avoir des institutions fermes et solides, et également au niveau juridique, pour être là où nous devons être. La question n'est pas là. La question est de dire aussi que c'est bien qu'il y ait des limites à la force. Bien sûr que c'est bien. Parce que le dilemme fait partie, encore une fois, de la morale et de la décision juste et de peser les décisions. Prenons la dernière opération qui n'a pas eu lieu. Face à Gaza, après le tir de 3 missiles de longue portée vers Israël, où Netanyahou, ministre de la Défense et Premier ministre, avant les élections,
a pris une décision extrêmement pesée de ne pas intervenir militairement dans la bande de Gaza. On peut intervenir, on peut en 5 minutes détruire totalement la bande de Gaza. Et par l'aviation et par l'artillerie, je vous le dis sincèrement, à chaque fois on utilise un pourcentage extrêmement petit de notre force face au Hamas, parce qu'il n'y a pas le besoin de ça. La force de quelqu'un, vous savez, Richard, c'est pas seulement de frapper, c'est aussi de ne pas frapper. C'est aussi de ne pas utiliser toute sa force, parce que c'est pas le besoin. On n'est pas là pour détruire toute la bande de Gaza et dire on n'est pas pareil. C'est pas ça le but d'Israël. N'est-ce pas? Et ceux qui vous disent on va frapper, on va rentrer, on va détruire. On peut faire des choses parfois avec un minimum de force, avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de ruse. Vous savez que dans la Torah, il est écrit Betar boulot taselecha milchama. Par les ruses, tu feras la guerre. Ça veut pas dire que c'est pas écrit lo katuv bakoach adir taselecha milchama. Lo betar boulot taselecha milchama. C'est également les devises du Mossad et du Shin Bet et du renseignement israélien, parce que c'est ça qui fait la force d'Israël. Sinon, nous ne serions pas là où nous sommes. Les Iraniens, les Irakiens et les armées de dictature parlent de force. Et elles sont là où elles sont. Nous, c'est la force, c'est la ruse, c'est l'intelligence. Il y a aussi la force, mais d'abord et avant tout la ruse. Et la ruse, c'est ne pas montrer d'abord et avant tout toute votre force. C'est de passer par des chemins détournés. C'est de passer par des méthodes qui paraissent impossibles. C'est le fait d'arriver à Téhéran et d'obtenir par la ruse des archives secrètes du renseignement iranien et du nucléaire iranien, alors que, quelque part, on pourrait dire on aurait pu aussi casser l'armée iranienne, faire la guerre et obtenir... Non, c'est pas ça. C'est obtenir maintenant par la ruse le corps d'un de nos soldats qui vient d'être restitué de manière incroyable. Et encore une fois, c'est pas encore connu par le public, d'avoir reçu depuis 82 le corps de Baumel, de Chrono Livracha, qui était tombé dans le combat de Sultan Yacoub. Je veux dire, n'est-ce pas? Et c'est d'autres choses. C'est le fait aussi de pouvoir faire ce que nous faisons en Syrie sans qu'il y ait une guerre face à la Syrie. Et d'autres fronts comme cela. Maintenant, de dire je vais casser la Cour suprême, je vais enlever les juges militaires. Non, mais ça, c'est ce qu'avait dit Bennett. Ma question n'était pas à ce niveau-là. La question, c'est de savoir si, dans une imbrication de combats compliqués, où on est en pleine zone urbaine avec des populations civiles, et on ne peut pas se permettre évidemment n'importe quoi, comme vous le disiez. Potentiellement, Israël, alors que ces 3 opérations ont duré des semaines et des semaines, avait la possibilité en une demi-journée théoriquement de régler le problème du Hamas. Mais justement, on ne le fait pas, donc la question n'est pas là. La question, c'est de savoir si... Oui, mais il faut autre chose. Attendez, juste la question, si... Vous allez répondre tout de suite. Si la judiciarisation extrême ne limite pas l'efficacité ponctuelle de Tsahal dans cette guerre pesée et bien planifiée qu'elle mène. La réponse est non. On pourrait dire pareil par rapport au Shin Bet. On pourrait dire pareil par rapport au Mossad. On pourrait dire pareil par rapport à tout. Je veux dire, Shin Bet, Mossad et Tsahal font partie d'Israël. Il n'y en a pas un qui est... personne n'est extrajudiciaire. Tout le monde dépend du même gouvernement et du même Premier ministre, du même ministre de la Défense. N'est-ce pas? Il n'y a pas 3 Israéliens, l'État d'Israël. Maintenant, il faut passer à des actions parfois plus complexes, parfois plus sophistiquées, parfois qui paraissent plus longues à mettre en place, pour justement arriver au but. Le but est de gagner. Le but n'est pas de montrer qu'on est costaud ou qu'on a des muscles. Le but est de gagner. Et nous gagnons. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Soyons clairs avec nous-mêmes. Est-ce que les Palestiniens en 2019 sont plus forts qu'ils l'étaient en 2015? La réponse est non. Ils sont divisés, ils sont à genoux. Maintenant, vous savez, ce matin, je parlais avec quelqu'un français, non juif d'ailleurs, sur comment gagner la guerre dans cette région du globe qui est très compliquée. Il ne faut pas humilier l'adversaire. L'humilier lui donne du carburant pour que demain matin, après-demain matin, il recommence, il aille avec ses cousins, ses frères, ses sœurs, ses neveux, recommencer à attaquer. Il faut trouver le moyen pour frapper, dissuader, et également ne pas l'humilier. Compliqué tout ça, n'est-ce pas? L'humilier, encore une fois, c'est du carburant. Toute l'intelligence d'Israël, c'est de gagner sans que l'autre se sente à genoux. C'est pas ça le but d'Israël. Le but n'est pas de les rendre à genoux, c'est qu'il n'y ait pas d'attaque, qu'ils se sentent, eux, aujourd'hui, en situation qu'ils doivent soit nous parler, soit négocier, soit arriver à une situation où leur intérêt n'est pas de frapper.
Le but d'Israël, c'est ça, c'est qu'il y ait ici sécurité le plus possible, le mieux possible. Et regardez ce qui se passe avec, encore une fois, la décision de Netanyahou il y a quelques semaines, avant les élections, et la bande de Gaza. Moins de manifestations, moins de violence. Il n'y a plus de tirs. On a même dit que le Hamas, après la victoire de Netanyahou, de courte tête ou pas, de Netanyahou, le Hamas était relativement satisfait du résultat parce qu'il avait déjà pu passer des compromis partiels avec. Je ne sais pas, je ne vais pas juger le Hamas, je ne parle pas du Hamas, je ne peux plus donner des notes au Hamas, mais ce qui est important pour nous, c'est que nous gérons une situation extrêmement compliquée avec des gens qui sont pas toujours des États, pas toujours sérieux, qui sont encore une fois qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, qui sont corrompus jusqu'à la moelle, qui l'argent pour eux les achète et les achètera toujours. Nous devons gérer ça pour que nos villes et nos enfants dans ces villes et nos familles dans les villes, qu'elles soient à Ashkelon, à Sderot ou qu'elles soient Tel Aviv au nord d'Israël, vivent en sécurité et en Judée-Samarie également. Et Baruch Hashem, la situation aujourd'hui est bien meilleure qu'elle l'était à l'époque où moi j'étais porte-parole durant la seconde intifada. C'était une catastrophe. C'était extrêmement grave. On avait des situations d'attaques presque quotidiennes. Vous vous souvenez, Richard? Des attentats dans des attentats, dans des bus, cafés. les terrasses de café, les routes. Et ça a été, c'était le cas. On a eu plus de 1000 morts ici, en l'espace de 2 ans et demi. Et aujourd'hui, c'est plus complexe parce que je crois que, sans rentrer dans les détails, que la lutte du renseignement et le renseignement ont fait des progrès gigantesques, heureusement d'ailleurs. Nous avons une armée extraordinaire, nous avons une jeunesse de qualité extraordinaire, nous avons des services de renseignement avec des moyens technologiques qui n'étaient pas à l'époque présents, qui font que nous sommes aujourd'hui cette puissance militaire, sans pour cela devoir à chaque fois nous expliquer. Et je crois que c'est mieux de ne pas arriver à des situations où nous devons expliquer ce qui se passe. Vous savez, le monde entier fait face à cette guerre du terrorisme. En France, en Belgique, en Afrique, là où il y a, même en Asie aussi. Partout. Et tout d'un coup, on comprend que Israël est comme eux. Et je crois qu'on est même beaucoup mieux qu'eux. Parce que, oui, pardon. Alors justement, j'allais vous faire rebondir là-dessus parce que c'est tout à fait important ce que vous dites. Il y a un paradoxe, un autre paradoxe qui veut que, alors que nous combattons pour ce qui est par exemple du sud d'Israël, le danger que représente le Hamas et ses roquettes, c'est à 500 mètres de la frontière, c'est-à-dire qu'on est face à face. Alors que par exemple, quand une armée comme l'armée américaine combat en Irak ou en Afghanistan ou l'armée russe en Tchétchénie, encore que c'est plus le cas de l'armée américaine ou de l'armée française même en Afrique, ça se passe à des dizaines de milliers de kilomètres de la métropole. Et il y a eu le fameux exemple que m'a raconté l'un des auteurs du code éthique de Tsahal, le professeur Assa Kacher, qui avait à un moment parlé de l'exemple de Fallujah. Fallujah, cette ville en Irak, qui était donc lors de la guerre la première guerre, la seconde guerre d'Irak de 2003, qui était remplie de terroristes, qui se tiraient d'ailleurs les uns sur les autres aussi, et où l'armée américaine a dû faire une opération de nettoyage antiterroriste, et les civils étant partis, dans la grande majorité, il y a eu beaucoup de destruction. Et alors, Assa Kacher a raconté que, alors que l'armée américaine combattait là à 15 000 km de son territoire, elle a fait à peu près, il avait fait un calcul, une péréquation, 40 fois plus de victimes que Tsahal, qui combattait à 500 mètres de sa frontière. Il y a un paradoxe, c'est-à-dire que nous utilisons, de par notre morale, de par, si vous voulez, ce que nous sommes finalement en tant que démocratie, nous utilisons des moyens extrêmement subtils et distillés, alors que nous sommes confrontés à un ennemi qui est à nos portes. À l'inverse, des grandes démocraties utilisent leur armée d'une manière complètement, je dirais, massive, alors qu'elles ne représentent pas, leurs ennemis ne représentent pas un danger sur leurs frontières. Comment vous expliquez ça? Non, là, je suis un petit peu en désaccord avec vous, parce que si les Français, ou pas les Français ou les Américains, se battent loin de leurs frontières, c'est pour éviter que ces gens-là arrivent chez eux. Parce que faut savoir que comme Al-Qaïda a fait quand même 3000 morts à New York en 2001. Il ne faut pas non plus l'oublier, comme 3000 morts. En une journée. En une seule attaque. Et 3000 morts, c'est gigantesque. Hein. C'est quand même quelque chose de jamais vu dans l'histoire du terrorisme international. 3000 morts. Je ne parle pas des blessés et des disparus.
Les Français ont compris que pour arrêter le terrorisme à Paris ou à Lyon ou à Marseille, il fallait le combattre au Mali ou dans le Sahel. Parce qu'ils ont aussi payé un prix lourd. Des centaines de morts quand même en France. Le Bataclan, Charlie Hebdo et autres. Avec des inspirations de Al-Qaïda et d'autres groupes comme Daesh dans le Moyen-Orient. Donc ces batailles-là ou ces guerres-là ne se font pas juste parce que on veut le faire. Et parce qu'il faut bloquer l'ennemi loin des frontières. Des objectifs stratégiques, vous voulez dire. Tout à fait, mais c'est la même guerre. Les frontières du terrorisme pour la France, elles sont pas à Marseille, elles sont dans le nord du Mali, elles sont dans le Sahel. Les frontières du terrorisme américain, elles sont pas à New York, elles sont en Afghanistan, elles sont en Irak. Les nôtres sont un peu plus proches, mais elles sont aussi reliées aux mêmes inspirations. Et aujourd'hui, le problème, quand on se bat contre le terrorisme, qu'il soit au Mali, qu'il soit à Gaza, qu'il soit au sud Liban, qu'il soit en Afghanistan ou en Irak, on se bat aussi devant un autre problème, qui n'est pas seulement un problème d'hommes. On se bat aussi face à une idéologie. Et lorsque les gens disent aujourd'hui avec beaucoup d'euphorie, on a gagné contre Daesh, je dis attention, pas seulement moi. Si on peut détruire des infrastructures terroristes et même des terroristes eux-mêmes, on ne peut pas mettre à plat l'idéologie terroriste, islamiste intégriste. D'ailleurs, nous savons qu'aujourd'hui, s'il n'y a plus vraiment de Daesh ou d'État islamique en Syrie, en tout cas en majorité, il y a encore des noyaux qui se remettent en place en Irak à l'heure où nous parlons, et également dans d'autres... On en parlait dans l'émission précédente. Ah d'accord, et dans d'autres également lieux du monde. Donc, nous faisons aujourd'hui face aux mêmes problèmes, les grandes démocraties. Ce serait formidable. J'aimerais entendre de la part de la France, qui est une grande démocratie en guerre aussi, face au terrorisme, qui a aussi payé un prix lourd, face au terrorisme à Paris, entre autres, qu'il y ait plus, qu'il y ait plus de reconnaissance des dilemmes dont vous parliez, Richard, des dilemmes auxquels nous faisons face en Israël, pour dire, voilà, Israël aussi est une démocratie qui se bat à ses frontières elle-même. Il n'y a pas de marge d'erreur. Si nous empêchons pas les milliers de fous de Dieu de rentrer de Gaza en Israël, c'est un massacre qui aurait lieu en Israël. Donc nous devons les bloquer avant qu'ils franchissent cette frontière de Gaza. Et heureusement d'ailleurs que nous les bloquions, et heureusement que tout se passe de la meilleure manière possible. Il y a un prix à payer, il y a des morts, il y a des blessés. Parfois, il y a beaucoup de morts et beaucoup de blessés du côté du Hamas, mais c'est l'intérêt du Hamas. C'est pas l'intérêt d'Israël, mais malheureusement, il n'y a pas ici de guerre propre face au terrorisme islamiste. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à affirmer, à l'encontre de toutes les critiques qui viennent contre Israël de la part de certains dirigeants politiques européens ou certaines instances internationales, qu'en Israël, la fameuse raison d'État, qui est une notion très occidentale, elle n'est pas du tout primordiale par rapport à certains impératifs moraux. C'est-à-dire qu'on sait en Israël tout à la fois faire respecter ses objectifs d'État, mais en même temps pas au prix de la transgression de certaines valeurs morales. Écoutez, la raison d'État aussi, elle existe en Israël. Attention, on ne va pas non plus... pour les valeurs, mettre nos vies en danger, celles de nos enfants et nos femmes. Évidemment que non. On va à chaque fois essayer de trouver... Ça fait partie du dilemme. Oui, mais bon, le dilemme, il ne remplace pas la sécurité des gens. On ne va pas se faire tuer et mourir au nom de la morale. La morale, elle a une limite également. La limite, c'est notre vie à nous. Et l'État d'Israël est un État qui veut vivre, qui ne veut pas mourir. Chas v'shalom. Et si maintenant les terroristes mettent leurs femmes et leurs enfants et avancent par milliers et continuent à avancer avec des haches et des couteaux et des bombes... Sur la frontière. Évidemment que nous ne pourrons pas les laisser passer. C'est évident. Nous trouverons des moyens, j'espère, les meilleurs pour qu'ils rebroussent chemin. Mais attention, c'est pas les cours internationales de justice qui vont nous dire à nous comment nous comporter. Elles étaient où ces cours en 42, en 43, en 44 et en 45, lorsque des millions de juifs sont morts, massacrés comme des, je veux pas dire comme quoi, et le monde restait totalement silencieux. Ils étaient où, les gens aujourd'hui qui ont la morale avec eux? Il n'y avait pas de morale. On a été massacrés comme des animaux, et encore les animaux sont souvent mieux respectés que les juifs l'étaient entre 39 et 45. Je ne parle pas de cette Shoah par balle et des fours et des chambres à gaz et des espèces de borottes, comme on dit, je sais pas le terme en français, je m'excuse, des fosses où on tirait sur des hommes et des femmes nus, vivants, comme la pire des choses.
Donc la morale, à l'époque, n'existait pas. Nous, on a cette morale en nous. Mais on ne va pas reproduire au nom de la morale ce qui s'est passé, chas v'shalom, à l'époque. Maintenant, malheureusement, il s'avère que la morale chrétienne n'était pas présente à l'époque. Et que ce n'est pas la morale des autres qui va nous dire à nous comment nous comporter. Nous savons comment nous comporter, comme d'ailleurs, on a vu comment se comportent, il n'y a pas très longtemps, nos voisins en Syrie, 500 000 morts, les Irakiens, les Iraniens, qui tuent par balle leurs homosexuels, qui pendent ou qui lapident leurs femmes adultères en public, ou qui coupent la tête de voleurs, ou qui coupent la main des voleurs. On retrouve là la fracture de civilisation. Donc tout ça réuni, c'est pas eux qui vont nous dire comment nous comporter. Mais, effectivement, nous, pour nous-mêmes, pour notre valeur à nous juifs, nous israéliens, nous avons nos propres valeurs, nos propres éléments qui font que nous savons comment nous comporter, évidemment, face à ces problématiques qui sont compliquées. Le même Asa Kasher, l'auteur principal du code éthique, que j'ai évidemment rencontré à plusieurs reprises. Dont le fils était un de mes soldats, d'ailleurs. Vous voyez, le monde est grand et petit à la fois. Asa Kasher affirmait que lui-même avait été, comme spécialiste de l'éthique sur le champ de bataille, convoqué ou amené à faire des conférences auprès des officiers des grandes armées de l'OTAN, qui donc savent bien que Israël est à l'avant-garde dans ce domaine. Bien sûr. Alors, comment vous expliquez, puisqu'on en a parlé par bribes au cours de notre entretien, que d'un côté, les pouvoirs publics, les décideurs et surtout les chefs des armées savent très bien qu'Israël est à l'avant-garde, puisqu'ils se servent de son savoir-faire pour former leurs propres officiers, et que d'un autre côté, dans les médias de ces pays et dans les instances internationales, on crie à rose sur le baudet, comme on dit, on pulvérise Israël de critiques sur sa conduite de l'utilisation de la force non proportionnée. Et comment vous expliquez ce paradoxe, puisque, est-ce que peut-être, c'est ce que d'ailleurs m'a dit l'une des autres personnes que j'ai interviewées dans cette recherche, à savoir qu'Israël, en se comportant... Parce que les pays d'Occident savent qu'Israël se comporte bien sur le champ de bataille, et mieux que bien, puisque c'est à l'avant-garde. Alors, il y aurait comme ça quelque chose qui serait une réaction psychologique ou très profonde, c'est qu'en se comportant correctement et en devenant un exemple sur le champ de bataille, Israël, d'une certaine manière, brandit une sorte de miroir par rapport à certains pays européens, qui, eux, savent que quand ils ont fait leur guerre coloniale et quand ils ont fait ce qu'ils ont dû devoir faire, ils ne l'ont pas fait de manière fort humaine. Est-ce qu'il n'y a pas une réaction un peu de... Écoutez, j'entends, vous voulez essayer d'intellectualiser le débat, ce que je comprends. Vous avez également fait, je sais, un doctorat sur ce sujet-là. Richard, pour moi, la réponse est simple. Mais moi, vous connaissez mes réponses depuis longtemps. C'est l'antisémitisme, tout simplement, qui fait que les gens nous critiquent, ne nous supportent pas, vont accuser Israël de tous les torts et l'armée israélienne de tous les torts. Attendez, il y a une armée meilleure que la nôtre par rapport à ce qui se passe. Il y a des gens plus éthiques que nous, plus humains que nous dans cette situation souvent compliquée. Il y a des gens qui vont nous dire à nous comment nous comporter. Attendez. S'il y a un peuple qui a été massacré, à travers des siècles en plus, et dernièrement, il n'y a pas très longtemps encore, il y a moins d'un siècle, c'est bien le peuple juif, malheureusement. Quelqu'un était là pour... C'est eux qui vont nous dire comment nous comporter, comment faire et comment ne pas faire. Ce sont des cours de justice à Genève et des gens qui veulent juger les officiers de c'est les gens de la chrétienté bienveillante qui vont nous dire à nous comment nous comporter, alors qu'ils étaient silencieux, et plus que silencieux, même collaborateurs avec le régime nazi pendant 6 ans, qui ont laissé faire la pire des choses, la pire des ignominies que l'humanité ait connues dans son histoire. C'est eux qui vont nous dire, dans ces lieux propres et stériles, comment nous allons comporter. Moi, je veux les voir, ces gens-là, face au terrorisme islamiste. Moi, je veux les voir, ces gens-là, comment se comporter et quoi faire. Et comment se comporter par rapport à... Écoutez, nous allons essayer de rester calmes, parce que c'est le but. On ne va pas ici rentrer dans cette chose-là, mais... L'antisémitisme est toujours très vivace. D'ailleurs, hier, je parlais avec une officier israélienne de l'armée israélienne, une générale, une amie à moi qui est générale, qui me disait que l'antisémitisme monte partout dans le monde.
Je ne parle pas d'antisionisme, je ne parle pas de BDS, je parle d'antisémitisme. Le vieil, bon antisémitisme. Bien enraciné dans la culture bien enraciné, celui qui est occidentale. maintenant d'obédience et alimenté par l'islamisme, mais pas seulement celui-là. Bien sûr. Pas seulement celui-là. Il n'est pas que de couleur arabe et islamiste. Il est aussi de couleur chrétienne et bien antisémite, bien européenne et bien occidentale. Où on critique les mêmes choses, la banque Rothschild et l'argent et les métiers de l'argent. On a vu et ça dans la rue finance. parisienne il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc tout ça réuni fait que ça continue à exister. Et ça reprend vie. Maintenant, Israël est encore de nouveau au milieu de tout ça, mais c'est pas seulement ça. Et nous devons être extrêmement prudents. Alors nous devons nous atteler à nos affaires à nous défendre, nous protéger, parce que personne d'autre que nous-mêmes nous protégeons à nous. Nous avons une armée, pour moi la meilleure armée du monde, la plus belle armée du monde, une armée faite de nos enfants, fils et filles, qui font un travail extraordinaire alors nous parlons. À chaque minute, ils sont là, ils nous protègent le long de nos frontières, dans les mers, sous les mers, dans l'espace, dans les cieux et partout. Mais les dilemmes existent, nous faisons face à nos dilemmes. Vous avez fait vous-même encore une fois une étude là-dessus. Des juges attaquent puis se rétractent. Nous avons même des hommes, pas que des Israéliens, pas que des Juifs, qui comprennent également nos dilemmes et qui nous soutiennent aussi. Heureusement d'ailleurs, on n'est pas tout seul au monde, on n'est pas du tout isolé. Mais nous devons continuer à faire ce que nous devons faire. Moi, encore une fois, vous savez, j'ai jamais cru en la Hasbara en tant que telle. On ne peut pas expliquer à des gens qui vous haïssent depuis l'âge le plus tendre que vous êtes gentil, que vous êtes bon. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Exactement. Quoi que vous disiez, ça ne changera rien. Oui, alors on va faire ce que nous devons faire, on fait ce que nous devons, ce qui est bon pour Israël, on fait ce qui est bon pour les Juifs, on fait ce qui est bon pour Tzahal. Nos propres limitations nous limitent à nous, mais ce n'est pas elles qui changent la donne. Encore une fois, je réponds que c'est important. Nous devons avoir des limites. Ce sont nos propres limites. Vous savez, Richard, la Torah, elle institue des règles. Les mitzvot, ce sont des obligations morales que nous devons faire. C'est pas le juif est limité par nos propres lois à nous. Même dans la Torah écrite, il y a des commandements pour le droit de la guerre. Vous savez que je suis pas comme vous aussi, je veux dire, proche de toutes les règles toraniques, mais j'ai un amour pour la Torah, un amour pour mon peuple, un amour pour les règles. Vous savez, le Rambam dit une chose importante. Dans la Kedusha, dans la sainteté, s'il y a sainteté, il y a limitation. Le Shabbat, pour qu'il soit Shabbat et pas Yom Chol, il y a des limitations au Shabbat. Pour que le Eretz Israël et la terre d'Israël soient Adama Kedusha, il faut qu'il y ait des règles de limitation à cette chose-là. Pour que nous soyons une armée et un peuple avec une Kedusha, il faut qu'il y ait des limites à cela. Sinon, c'est pas Kadosh. D'ailleurs, puisque vous parlez de Rambam, il donne l'exemple. Il a codifié ça dans son code de loi, que quand l'armée juive est en guerre, quand elle fait le siège d'une ville, elle doit faire le siège. Elle peut faire le siège sur 3 côtés, mais laisser le 4e côté ouvert pour que la population puisse assiéger, puisse aller s'alimenter. Vous vous rendez compte? C'est ce que fait Israël d'ailleurs à Gaza. Mais bien sûr que nous faisons ça. Bien sûr que nous le faisons. Vous croyez que nous voulons assiéger Gaza et affamer les gens et qu'il n'y ait pas d'eau? L'eau arrive d'Israël. L'électricité arrive d'Israël. 300 camions par jour. Mais même plus que cela. Et parfois, c'est eux-mêmes qui brûlent les centres de passage pour pas qu'il y ait de camions. Le Hamas, vous voulez dire? Je parle du Hamas. Oui. Pour qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de nourriture et qu'il n'y ait pas d'eau et qu'il n'y ait pas de carburant. Bien sûr qu'on a un intérêt à ce que les gens puissent avoir une vie normale. C'est pas le but d'Israël d'affamer ni d'assiéger Gaza ni de faire un blocus éternel. Le but d'Israël, c'est qu'il y ait sécurité en Israël, que le peuple d'Israël, que la terre d'Israël soit protégée. Et nous voulons que ça soit fait pas au détriment de nos voisins. Quel intérêt d'Israël il y a que des gens meurent de faim ou soient... Bien sûr que non. C'est l'intérêt du Hamas ou du djihad islamique ou du Hezbollah. Mais malheureusement, c'est la communauté internationale dupe ou qui se veut être dupe et hypocrite, parce qu'elle est totalement hypocrite, évidemment. Elle se base sur une chose. La parole de nos ennemis, c'est eux qui ont raison. C'est le Hamas qui dit la vérité. Le Hamas dit la vérité. Le djihad islamique, c'est lui qui dit la vérité. C'est eux qui vont instituer les règles de la vérité. On est dans un monde d'hypocrisie. Un monde où tout le monde ment. Tout le monde ment. Où, grâce à cela, n'est-ce pas, les réseaux sociaux peuvent injecter un venin d'intox par millions et millions de posts sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez, et créer une réalité. Ce n'est pas la réalité. Nous connaissons la réalité. Et eux aussi connaissent la réalité.
Écoutez, comme on arrive un peu au terme de notre temps pour ce magazine, on va retenir l'idée assez forte que vos dernières paroles ont dégagée, à savoir que ce qui importe finalement, c'est que l'armée d'Israël et l'État d'Israël qui gèrent des situations des fois très compliquées dans un Moyen-Orient très complexe, gardent le cap sur à la fois les objectifs militaires stratégiques bien définis et en même temps sur un comportement éthique qui est codifié et qui est à l'avant-garde, on peut dire, de la communauté internationale. Vous savez, je voudrais finir par par un exemple. En 2002, je faisais partie de l'équipe spéciale de négociation de crise. Je crois d'ailleurs que on étions à l'époque en contact, à Bethléem, lorsque les terroristes du Hamas, du Djihad et du Fatah avaient pris l'église de la Nativité en otage. Oui. J'étais dans cette équipe-là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Eh bien, nous recevons nous recevons durant ce siège, n'est-ce pas, un message des moines arméniens orthodoxes. Ils avaient écrit sur un drap « Save us », sauvez-nous, à nous. Sauver, à qui s'adresse à Israël. Et on les a exfiltrés à l'époque pour qu'ils puissent être sauvés de la main des terroristes islamistes du Hamas, qui eux voulaient mettre l'église à feu et à sang, qui voulaient la brûler, la détruire pour accuser Israël. On a été à l'époque suffisamment intelligents, heureusement d'ailleurs, pour éviter un drame qui aurait pu être une catastrophe au niveau de l'image d'Israël. Mais c'est nous qu'avons géré cette situation pour éviter que l'Église, le lieu le plus saint de la chrétienté, soit épargné et soit sauvegardé des terroristes du Hamas et du djihadisme, qu'il n'y avait aucune intention que cette Église reste là. Mais encore une fois, ceux qui doivent le savoir le savent très bien. Ceux qui sont au Vatican le savent très bien. Ceux qui sont qui étaient à l'époque près de nous, à côté de nous dans ces négociations, qu'ils soient américains ou anglais, c'était à l'époque le MI6 et puis la CIA qui était également reliée à tout ça, le savent très bien. Mais Israël fait partie, je vais finir par ça si vous me permettez Richard, du monde démocratique, du monde libre. Il y a un monde libre, il y a un monde qui n'est pas libre. Le monde de l'islam intégriste, ce n'est pas un monde libre. Un monde qui lapide les femmes adultères, qui pend les homosexuels et qui tue ses opposants n'est pas un monde libre. Et c'est pas lui qui va fixer les règles. Malheureusement, c'est lui qu'on écoute et c'est lui qu'on va amener comme témoin dans des commissions. C'est ça. Malheureusement, c'est la situation. Que ces commissions continuent à exister, nous continuerons à faire notre travail sur les valeurs juives, les valeurs d'Israël. Et le but, d'abord et premier avant tout, je répète, c'est la sécurité d'Israël et du peuple juif. Et ça, nous continuerons sans aucun compromis, Richard. Olivier Rafoviz, merci pour ce long parcours. Et on vous remercie aussi, vous les auditeurs, de nous avoir écoutés. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau magazine.